L'amour ne suffit pas. Tous, quand on marche vers l'hôtel ou quand on marche vers Monsieur le maire, on est persuadé notre amour, nous, il est différent. On va pas faire ce truc moisi qu'ont fait nos parents, etc. Et en fait, on finit tous dans le mur. Florentine D'aulnoy-Wang est thérapeute de couple. Elle a accompagné plus de 6500 personnes avec sa méthode, l'intelligence amoureuse, écrit 3 livres et rassemblé plus de 500 000 personnes sur les réseaux sociaux. J'ai envie de comprendre ce que la vie professionnelle intense, l'entrepreneuriat et l'envie de réussir font au couple. Comment on réagit si on est confronté à l'infidélité ? Je connais des couples magiques, magnifiques, qui font pas ou peu l'amour. C'est pas le critère. C'est pas la différence de revenus qui plie le couple. C'est ce qu'ils en font. C'est pas l'infidélité qui plie les couples. C'est ce qu'ils en font. C'est pas d'avoir 3 enfants qui plie les couples. C'est ce qu'ils en font. C'est quoi les raisons principales qui font que ces couples sont en difficulté, voire se séparent ? Je sais pas si tu connais cette stat, mais les couples attendent entre 6 et 7 ans à faire quelque chose pour la relation quand ça commence à aller mal. Restez pas dans cet entre-deux pourri de non, on reste ensemble pour les enfants, mais on vit un truc cauchemardesque. Quand on dit le secret du couple, c'est la communication, non, bullshit. Qu'est-ce que ça a dit de notre société, selon toi ? Développement personnel, thérapie individuelle. Il est grand temps de basculer dans un paradigme relationnel. Les couples libres n'ont pas moins de problèmes de couple que les autres. La nouvelle honte, c'est de rester, c'est de s'accrocher. Comme quoi on peut réussir une vie professionnelle qui est conjuguée avec une vie familiale. Oui, et tu sais pourquoi ? Parce que Bienvenue à tous et toutes dans À poil et sans filet, le podcast des entrepreneurs sur des sujets brûlants. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Florentine D'aulnoy-Wang, j'ai bien dit le nom, c'est parfait. qui est thérapeute de couple. Et on va parler du sujet du couple chez les ambitieux, les raisons des séparations, comment on peut se retrouver, comment on peut retrouver l'amour, et puis son analyse de la société actuelle. Donc bienvenue Florentine. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Et ça me touche, tu vois, au moment où tu évoquais ces thèmes-là, ce que je me disais, c'est que déjà dans mes études de psycho, ce qui m'a amenée à devenir thérapeute de couple, et puis je suis entrepreneuse aussi, d'un autre côté, c'est un questionnaire que j'avais fait en licence, où j'étais allée dans des EHPAD, interviewer des personnes très très âgées sur les regrets. Regrets, remords, il y avait un thème comme ça, je ne sais plus exactement. Et ce qui m'avait frappé, c'est 2 ou 3 hommes, des vieillards, donc dans les années 90, qui me disaient « Si j'avais su, j'aurais pas foutu mon mariage en l'air pour ma carrière. Si j'avais su, j'aurais essayé de faire durer mon premier mariage. » Parce que finalement, les relations d'après, etc., c'était compliqué, les familles recomposées, etc. Enfin, et ça m'avait déjà appelé à l'époque, donc sur ce chemin de devenir thérapeute, tu vois. Puis après, je suis partie en entreprise, puis après, je suis revenue dans la thérapie. Mais ça m'avait déjà... je me souviens vraiment, quand je compilais, je me revois dans ma chambre d'étudiante à compiler tous ces trucs, me dire « Waouh, incroyable !» Je pense qu'on en a tous conscience parce que c'est quelque chose de très connu, cette question du regret d'avoir planté sa vie professionnelle, de ne pas avoir vu grandir ses enfants. Moi, je reçois beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants. Quand je leur parle, je leur pose toujours la question à la fin de quel est leur plus grand regret. C'est quelque chose qui revient très souvent. Ouais. Et pour autant, ils le font quand même. Tu vois, donc ça va être intéressant de déconstruire justement les patterns avec toi. Je crois que tu vois, le soir du grand soir, plus personne se souviendra que tu as annulé telle ou telle réunion, ou que tu as décidé de ne pas aller sur tel ou tel contrat. Mais tes enfants se souviendront, ton partenaire, ta femme, ton mari se souviendra du temps passé ensemble, de la construction de... Ou du temps pas passé ensemble. Ou du temps pas passé ensemble. Bien sûr. En tout cas, vraiment, je suis content de te recevoir parce que, comme je te disais un peu en aparté, mon oncle est sexologue, donc j'ai baigné toute ma vie dans cet environnement-là. Et puis, on suit un chemin qui s'appelle l'Imago, que tu as suivi aussi au début de ta carrière avant de monter ta propre méthode, qui a un très beau chemin d'accompagnement de couple. Et avec ma conjointe, on est vraiment convaincus que mieux vaut prévenir que guérir dans le couple, même si on l'a fait. Et ça, j'en parle assez librement aujourd'hui parce que je pense que ces sujets ne devraient pas être tabous, mais on a failli se séparer quand ma femme était enceinte du premier enfant, tu vois. Et c'est vraiment Imago qui nous a sauvés, quoi. C'est cette méthode de... Et j'ai pas de part dans la méthode, voilà, hein, mais vraiment, c'est une méthode incroyable, je trouve, tu l'as éprouvé. Je me sers encore beaucoup du dialogue, moi, hein, dans mes accompagnements, dans ce que j'enseigne, dans ce que je propose. Je trouve que c'est un outil extraordinaire. Bon, écoute, vraiment très content. Je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités, qui est: c'est quand la dernière fois, Florentine, que tu t'es sentie à poil et sans filet ? C'est dans ma vie d'entrepreneuse. C'est dans ma vie d'entrepreneuse où, de thérapeute, je suis passée à... monter un truc un peu plus grand pour impacter plus. Moi, je suis vraiment drivée par cette idée d'impact.
il y a quelques années, avant d'avoir monté le podcast et toutes ces activités-là, j'avais envie de monter sur des caisses dans les parcs pour dire écoutez, arrêtez-vous, écoutez, il y a des choses à savoir sur le couple. Tu sais, j'avais mal de ne pouvoir donner ça que un couple par un couple En thérapie. en thérapie. Et j'ai cherché un moyen de démultiplier l'impact. Et ça m'a fait devenir entrepreneuse. Et là, je suis tellement à poil et sans filet parce que j'ai 25 ans toute seule dans un cabinet de thérapie à prendre mes notes à la main et que je dois passer sur des systèmes, des trucs, du management. Et ça me dépasse. Et c'est passionnant et c'est ébouriffant. Et c'est parfois tellement flippant. Qu'est-ce que tu trouves le plus flippant là-dedans ? La responsabilité, sentir à chaque fois que tout peut s'arrêter d'un seul coup, sur des décisions, sur des complexités, sur des... pouf. Plein de trucs. Et tu t'es mise à bosser avec ta propre fille, je crois d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais, ça devient une affaire assez familiale. Ouais. J'ai recruté ma fille. Il y a mon mari qui m'aide beaucoup aussi. Ouais. Donc comme quoi on peut réussir une vie professionnelle qui est conjuguée avec une vie familiale, mais même intimement liée, quoi. Oui. Et tu sais pourquoi ? Parce que j'ai mis le couple au centre de ma vie depuis le début. Et ça, s'il y a un message à faire passer pendant tout ce moment qu'on va passer ensemble là, c'est mettre le couple au centre. Ça donne des forces pour tout le reste. Ça donne des ressources pour tout le reste. Ça donne de la confiance pour tout le reste. On ne peut pas monter des plans sur la lune comme ça et ne pas se ressourcer à la maison, ne pas, tu vois, ce soutien, ce cocon, cet endroit de kiff aussi, de sécurité, c'est tellement, tellement, tellement important. Ben, ça rejoint ma première question, qui est un peu le premier thème, ce qui est les raisons de séparation chez les ambitieux, chez les gens qui ont une vie professionnelle intense, qui ont envie de réussir. Qu'est-ce que tu vois comme raison principale? Donc là, tu viens d'en donner une, mais on va pouvoir peut-être la creuser. Mais c'est quoi les raisons principales qui font que ces couples sont en difficulté, voire se séparent? Pas que chez les ambitieux, mais la relation ne se nourrit pas de miettes. Et donc, quand on est entrepreneur, et je le vis dans ma propre vie, notre libido, notre énergie de vie est vraiment, vraiment parfois complètement 100% investie dans l'entreprise parce qu'il y a besoin, parce qu'il y a... et c'est normal, par vague, par momentum comme ça. Mais il faut savoir de temps en temps s'asseoir, se poser et distribuer l'énergie. La relation ne peut pas se nourrir de miettes au long terme. Qu'est-ce que tu appelles les miettes ? Les miettes, c'est rentrer le soir mort et avoir 0,000 ressources pour la relation. Plus rien, chroniquement, de façon constante. C'est-à-dire déprioriser cette relation. Okay. Tu sais, c'est comme les choses qu'on a apportées, on n'y va pas. Moi, j'ai habité pendant très longtemps dans une ville. Je m'étais promis que j'irais visiter le petit musée d'à côté. J'ai quitté cette ville, j'y avais jamais mis les pieds. C'est en y retournant voir des amis que je me suis dit, c'est trop bête, je vais voir ce musée. Ce qu'on a apporté, ce qu'on a à côté, tu te couches tous les soirs avec ton ou ta partenaire, et du coup, tu l'as sous la main, tu vois. Il y a quelque chose à prioriser, ouais, vraiment. Ouais, c'est une question de priorité, c'est intéressant ce que tu dis. En tout cas, tu sembles dire qu'il y a une question de jauge d'énergie qui s'épuise par l'investissement professionnel, par exemple, et qui du coup n'est plus disponible quand on se retrouve avec le couple. Là où je pense que l'image romantique de la chose, c'est que le partenaire, l'autre, doit immédiatement te redonner de l'énergie. Tu crois pas ? C'est pas l'autre qui te donne de l'énergie, c'est la relation. C'est parce que sinon, tu vois, on serait dans du parasitisme, hein, tu vois. C'est juste savoir que avec toi, il y a une relation qui a un socle, dont on va pouvoir prendre la température, prendre la météo, dont on sait qu'elle est bien câblée, intègre, parce qu'on a mis des bases, parce qu'on a été apprendre, tu vois. Tu me partageais que toi, tu es dans cette démarche. C'est vraiment précieux de se compétencer. Parce que ce qu'on ne sait pas assez, c'est que
aimer et relationner au long cours par amour, c'est deux verbes différents. Et on pense que aimer va suffire, que puisqu'on s'aime, alors Le sentiment d'amour. Ouais. le sentiment d'amour. Alors déjà, le sentiment amoureux, il fait comme ça. Quand ce sentiment amoureux se draine et se tasse, eh ben, aimer va prendre le relais. Et aimer, c'est un choix, C'est un verbe d'action. c'est un verbe d'action, c'est un verbe dans lequel il y a beaucoup de verbes qu'on doit apprendre à conjuguer. Il y a dire oui, il y a dire non, il y a donner, il y a recevoir, il y a prendre, il y a mettre des limites, il y a comprendre, passer l'éponge. Tu vois, il y a énormément de verbes à conjuguer dans le verbe aimer. Et, euh, et c'est un verbe qui se pratique. Donc faire la différence, déjà, l'amour ne suffit pas. Tous, quand on marche vers l'hôtel ou quand on marche vers Monsieur le maire, on est persuadé, notre amour, nous, il est différent. Il est pas comme les autres. On va pas faire ce truc moisi qu'ont fait nos parents, etc., tous ces couples qu'on voit. Non, nous, c'est spécial. Mm. Et en fait, on finit tous dans le mur. Hein. On finit tous dans le mur. Et c'est souvent des magnifiques crises qui nous font réajuster le tir. Moi, c'est une crise incroyable. Nous, c'était la naissance du troisième qu'on a commencé à sentir qu'avec tout l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, on était en train de se tisser un cauchemar, quoi. On était dans une lutte, dans une ambiance, dans un truc de reproche, de protection, une dynamique vraiment... Et c'est pas fou, hein, quand on s'est enferré dans une dynamique comme ça, d'avoir envie de sortir de la dynamique. C'est juste que on ne sait pas assez qu'on peut sortir de la dynamique sans sortir de la relation. Que ce soit par la séparation, que ce soit par des relations parallèles, ou que ce soit par des fuites comme tout mettre dans le boulot. Ce que j'allais dire, j'imagine que ton mari doit avoir aussi une vie professionnelle intense, Bien donc sûr. tous les deux, plus 3 enfants. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils se disent, bon, bah d'accord, moi aussi j'ai envie de croire que aimer c'est un verbe d'action, la relation, il faut la travailler, etc. La relation, c'est la communication. Alors après, tu me diras, tu as une phrase assez intéressante qui est, la communication, c'est du bullshit. Enfin, on va pouvoir en parler, c'est intéressant, on en parlera juste après. Mais tu vois, qu'est-ce qu'on peut dire à ces couples qui sont dans des vies professionnelles voilà, très, très intenses, qui ont peu de temps pour eux, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Plusieurs messages. Un, on a plusieurs vies dans une vie. Tu vois, moi, je vais avoir 55 ans, je m'aperçois toutes les vies que j'ai eues déjà, et puis il m'en reste plein à vivre. Hein, mais il y a quand on est sans enfants, il y a quand les enfants sont petits. Et je sais que quand on est dans les cycles, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter, qu'on est dedans jusqu'au cou et que... et ça passe. Tu vois, mes enfants, ils ont aujourd'hui entre 21 et 26 ans. On est encore dans une autre phase. Il y a la phase des enfants étudiants, il y a toutes ces phases. Donc déjà, on a plusieurs vies dans une vie. Et de prendre du recul de temps en temps quand on a l'impression d'être, tu vois, débordé. Deuxième message, l'autre, il va venir appuyer partout là où on doit grandir. Les enfants vont le faire aussi. Notre entrepreneuriat va le faire aussi. C'est-à-dire que ça va faire partie de nos plus grandes écoles. Ça va venir nous chercher là où on doit, ce que j'appelle décongeler. Tu vois, moi je pense qu'on est arrivé sur Terre vraiment avec un potentiel extraordinaire. Je dis souvent qu'on est des merveilles et que nos enfances, nos éducations, nos communautés, notre monde nous a demandé de congeler des parties de nous. Et qu'on arrive dans la vie adulte à moitié congelée et que notre partenaire a vu la merveille, il a vu l'essence de qui on était, c'est ce qui nous fait tomber amoureux, hein, c'est ce qui nous donne envie de construire, et que toute notre vie durant, il va appuyer sur nos congélateurs en disant « Je sais que tu es plus que ça, décongèle-moi ça ». Et on a deux choix par rapport à ça. J'embrasse la proposition, je fais le job, et on y va, ou je commence à me défendre de toi. Et quand je commence à me défendre de toi, c'est là que les ennuis commencent dans la relation. Parce qu'autant on est des merveilles, tu vois, autant nos costumes de survie, nos systèmes de défense, ils sont pas très relationnels.
ceux qui vont critiquer, faire la gueule, se fermer. On a tous bouder, crier, se victimiser, manipuler, etc. On a tous nos façons d'échapper à cette confrontation. Cette partie-là, chez toi, elle est très congelée. Notre relation, l'entreprise, les enfants ont besoin que ça se remette en vie. Hmm. C'est intéressant parce que tu disais le travail peut être une fuite. Je pense que c'est un sujet que beaucoup de gens vivent. Tu vois, rien que tout à l'heure, j'étais au téléphone avec un de mes potes entrepreneurs qui disait c'est difficile pour moi la relation avec ma conjointe parce elle a une vie salariée. Moi, j'ai une vie entrepreneuriale qui déborde en fait souvent sur plein d'autres choses. Et c'est le cas de plein de gens, hein, parfois pas forcément entrepreneurs, mais tu vois, qui vont être avocats, qui vont être militaires, qui vont avoir une vie professionnelle intense. Et l'autre dans le couple, alors pendant des années, ça a été plutôt la femme d'ailleurs qui avait plus ce rôle peut-être plus à la maison ou plus tranquille. Maintenant, c'est plus équilibré, je pense. Tu vois, qu'est-ce qui leur arrive à ces couples? Comment ça se fait que... qu'est-ce qui se joue là-dedans, tu vois, dans cette différence de statut, d'investissement dans la vie professionnelle qui crée de la distance dans le couple? Stop, un instant dans votre épisode. J'accompagne des dizaines d'entrepreneurs qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, je n'ai ni monté de licorne ni payé une formation à 25 000 euros chez HEC. Mes clients, des entrepreneurs bootstrap à partir de 500 000 euros de CA, ne me payent pas pour ça. Ils me payent parce que je sais par cœur ce qui les empêche de dormir la nuit, ce qui les réveille à 4 heures du matin. Le sentiment de ne pas être à la hauteur, la décision qu'ils repoussent depuis des mois, la solitude que personne ne comprend. Pour ma part, ça fait 12 ans que je suis dans cet écosystème. J'ai côtoyé les meilleurs CEO dans l'intime via mon club d'entrepreneurs, du recrutement, du coaching individuel, collectif et via ce média. Surtout, mes clients valorisent le fait que mon accompagnement soit inconfortable. Une cliente a réalisé qu'elle était mal entourée, a changé son comex et enfin réussi son pivot business. Un autre a finalement décidé de ne pas lever des fonds dans de mauvaises conditions. Enfin, un dernier a osé affronter son père intrusif et pris enfin sa casquette de CEO. Donc si vous avez un sujet qui vous bloque en ce moment, pinguez-moi, je serais ravi qu'on puisse en discuter. À très bientôt. Il faudrait regarder plus finement parce que ça peut venir à plusieurs endroits. Il y a parfois, à l'occasion de ton investissement au travail, je me sens lâchée, délaissée, etc., etc., etc. Et pour partie, peut-être c'est factuel. Effectivement, ça fait 5 ans que tu n'es jamais avant 22 heures à la maison. Dans d'autres cas, ça va venir appuyer sur des émotions que je traîne depuis mon enfance. Que peut-être j'ai été élevée chez des parents qui étaient commerçants et qui étaient tout le temps au boulot et que je faisais mes devoirs toute seule et je me sentais lâchée, etc., etc. Et que cette situation va venir faire comme une piqûre de rappel. Et tu vois, dans tous nos conflits de couple, on a besoin de démêler qu'est-ce qui vient de ce qui se passe et ce qui n'est pas globe dans le pacte humain. Tu vois, de violence, de retrait, etc., etc. Et puis de ce qui fait partie de la vie, mais que je n'arrive plus à soutenir émotionnellement parce que ça me remet dans des émotions de mon enfance. Tu vois, donc il y a un discernement fin à faire là pour comprendre et agir par rapport à ça. Et puis, il y a aussi des phases. Quand on monte une entreprise ou quand on est en renégociation d'un appel d'offres, ou quand il va y avoir des moments comme ça. Et puis, il y a aussi les fuites de la relation. Que parfois, en ce moment, avec ma partenaire, c'est tendu, on est sur un truc, etc. Donc, émotionnellement, ça m'arrange bien de rester au boulot ou de me lancer dans tel dossier ou de ramener l'ordi à la maison parce que ça va me faire des vacances émotionnellement. Et donc, le message, c'est grandissons émotionnellement. Apprenons à traverser les émotions qu'on traverse l'un à l'occasion de l'autre. Le boulot peut être une fuite, préparer un marathon peut être une fuite, tu vois. Et en même temps, c'est génial d'être passionné par son boulot. Et en même temps, je ramène de l'énergie de vie. Et en même temps, je ramène de l'argent. Et en même temps, il n'y a rien qui est bien ou qui est mal, tu vois. Il y a regarder ensemble quelles émotions ça soulève et comment on peut rester connecté là-dedans.
Et après, on peut aussi se dire que c'est OK parfois. En fait, la distinction, ma femme me dirait parfois non, mais là, j'ai envie de bosser, tu vois. J'ai envie d'avoir un moment à moi, ou alors j'ai Bien envie d'avoir un sûr, moment à moi qui n'est pas un moment de couple. J'ai envie de chiller sur mais Instagram. bien sûr. On a le droit, tu vois. Mais La question, c'est que il faut identifier que ça ne soit pas une fuite et que ce soit pas une fuite récurrente, parce que c'est ça qui va créer après, au bout d'un c'est moment, ça, c'est la le distance, en chronique, fait. c'est le chronique qui fait mal. C'est le chronique. C'est pas les 6 mois de je monte tel projet ou 6 mois, c'est long, hein. 6 mois, c'est long et dans une vie, 6 mois. Ah ouais, bah oui, faut pas avoir d'accident. Je suis un peu Il y a pessimiste. quelque chose à apprendre à respirer et élargir nos zones de confort émotionnel. Hmm. Tu vois, dans ce pacte de couple, il y a comment est-ce qu'en profondeur, on apprend à se donner la main pour soutenir ces périodes de disette de présence. Parce qu'il y en aura dans une vie. Mais c'est la même chose quand les enfants arrivent. Quand les enfants arrivent, on a mathématiquement moins de temps pour le couple. Mais moins de temps ne veut pas forcément dire moins de qualité. Tu vois, donc travaillons à la qualité, à la sécurité de la connexion, tu vois, je t'ai apporté l'art de chérir, c'est aussi pour ça. C'est comment est-ce qu'en un espace-temps très court, toi et moi, on branche la prise et on sent, oh waouh. Ouais, l'art de chérir, c'est un jeu de cartes, hein, c'est ça? Tu peux m'en dire plus? Ouais, c'est un jeu de cartes, c'est une série de jeux que j'ai fait au service de la connexion parce qu'on ne se parle pas assez et qu'on ne se parle pas assez de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de la boîte. L'art de chérir, il est fait pour remettre le focus sur le beau, le bon et le bien entre nous. Parce qu'on a super facile à commencer le petit cahier des charges de reproches de il y a ça et ça qui ne va pas dans la relation, machin, machin. Mais on a une culture qui nous éloigne de l'église au milieu du village, qui est quand même, si je suis avec toi, c'est que tu es une merveille et c'est que c'est un kiff et que je t'aime. Et donc, qu'on le redise. Et je t'aime, ça suffit pas. Je t'aime, c'est génial, ça veut dire j'ai plein de choses dans mon cœur pour toi, je suis engagée, etc. Mais ce que j'apprécie chez toi, c'est une chose dont je suis fière à propos de nous, c'est aller regarder intentionnellement en quelques minutes. Nous, on en a un dans la boîte à gants de la voiture, par exemple, tu vois. Et à chaque fois, on trouve des nouvelles choses et ça bétonne l'ambiance entre nous. Parce que ce qui se passe, c'est que notre cerveau archaïque, il est câblé pour voir ce qui dysfonctionne et ce qui ne va pas. C'est le fameux tigre à dents de sabre, il vaut mieux être alerte parce que si tu es sur tes lauriers et que tu penses aux petits pinsons et au soleil, tu vas te faire bouffer, quoi. Exactement. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est que on remette ce qui ne va pas et qui fait notre focus, tu vois, qu'on remette cet arbre dans la forêt et qu'on voit aussi tous les autres arbres de la forêt. Parce qu'il ne s'agit pas de gaslighter le truc, hein. Il ne s'agit pas de faire tout va bien, cuicui les petits oiseaux. On a des thèmes dans le couple. On a des thèmes à regarder, on a des thèmes douloureux, on a des thèmes qui font mal. Et là, on peut s'équiper pour y aller. On peut se faire aider pour y aller. Je ne sais pas si tu connais cette stat, mais les couples attendent 6 ans, 7 ans, entre 6 et 7 ans à faire quelque chose pour la relation quand ça commence à aller mal. C'est délirant. C'est délirant. C'est quoi la proportion de couples d'ailleurs qui arrivent trop tard? C'est-à-dire où concrètement, quand ils arrivent dans ton cabinet, tu te dis là c'est mort, quoi. Et d'ailleurs Imago, quand nous la première fois qu'on a fait Imago, au démarrage, donc Imago comme je disais c'est une méthode de couple. Bon, toi tu as la tienne, c'est une autre méthode de couple, mais où tu fais des week-ends où tu te retrouves à une dizaine, une quinzaine de couples qui ont envie de passer un moment ensemble ou qui ont besoin carrément de réparer quelque chose ou qui sont en phase de séparation. Et au démarrage, je me souviendrai toujours, les thérapeutes ont dit en fait, il y a des couples qui ne ressortiront pas ensemble de ce week-end, et c'est OK. Mais le but, c'est de le faire en conscience, et c'est de le faire sans violence. Et c'est vrai que ça nous avait vachement frappé avec ma conjointe, parce qu'en plus, c'était une phase de couple difficile pour nous, hein, comme j'ai dit. Bon, en réalité, on avait évidemment toutes les envies du monde de rester ensemble, et c'est ce qui s'est passé. Et pour le bien, on a un deuxième enfant maintenant, et c'est super, tu vois. Mais je me souviens de ça, quoi. Et donc, du coup, c'est quoi la proportion, selon toi, de gens qui vraiment arrivent trop tard? Est-ce qu'il y a vraiment un trop tard, tu vois, déjà? Écoute, je vois pas forcément la séparation comme un échec.
parfois, c'est très juste et le chemin de croissance qu'on était venu faire ensemble, il va se métaboliser dans la séparation même. J'ai pas de jugement par rapport à la séparation. L'échec, pour moi, c'est d'être pas relationnel. L'échec, pour moi, c'est de se bousiller. L'échec, c'est de se dégrader, tu vois. C'est de renforcer nos costumes de survie. Euh, Ça peut être très juste, parfait, de se séparer. Donc moi, quand je commence les retraites, je dis ça aussi. C'est-à-dire, certains d'entre vous sont venus chercher des outils pour mieux relationner, pour continuer à faire couple. Et d'autres, ce sera pour séparer en conscience. Et c'est magnifique, cette intentionnalité, tu vois. Et puis parfois, il faut se séparer. Pas que c'est trop tard, mais que il y a trop de toxiques. Tu vois, je suis vraiment pas pour le couple. Et je mets 100% de mon énergie, les couples qui veulent s'en sortir, tu peux pas savoir comme il y a des solutions. Tu vois, ça peut paraître antagoniste, hein, mais c'est juste une ambivalence à tenir, un paradoxe à tenir. Il y a des couples qui doivent s'arrêter. Ok, c'est assez fort ce que tu dis. Je pense que c'est intéressant. Et c'est quoi les raisons donc tu as dit la toxicité. Comment on définit la toxicité? Parce que c'est un peu le terme en vogue du moment, comme on Ouais, utilise je le mot sais, bienveillance de façon je hyper sais. galvaudée. Tu vois, t'es une relation toxique, c'est un partenaire toxique, etc. C'est quoi? Comment tu définis la toxicité? Qu'est-ce qui du coup doit être vraiment le critère pour se dire, en fait là, c'est trop tard, quoi. Enfin, c'est trop, il faut s'arrêter. Euh, Quand il y a rétrécissement de l'être, de l'un, de l'autre ou des deux, Hmm. et que les personnes ne sont pas décidées à apprendre à faire autrement. Parce qu'on peut tous devenir toxiques. Tu vois, on peut tous tricoter du toxique dans la relation. Ça ne veut pas dire qu'on a une personnalité toxique, hein, mais ça veut dire que nos systèmes de défense vont envoyer du toxique. Si je ne suis pas d'accord pour regarder ça et transformer, bah là, au secours, quoi. Ciao. On va pas rester de la chair à pâté au système de survie de l'autre. Tu sais, ce fameux prends-moi comme je suis. Oui, sous-entendu, je suis un con, mais j'ai pas l'intention de changer. Sous-entendu, j'ai le droit d'être qui je suis. Oui, tu as le droit d'être qui tu es, profondément. L'essence de qui tu es, il n'y a rien à changer. Juste, tu confonds qui tu es et la façon dont tu as appris à survivre dans le lien. Et donc, je peux t'aimer et ne pas accepter que tu mettes un coup de poing dans la porte dès que tu as une émotion. Je peux t'aimer et pas accepter que ça parte en grande scène du 2 si c'est... On s'est un peu envoyé dans le mur avec cette histoire d'amour inconditionnel, hein. Moi, je pense que l'amour inconditionnel n'est pas souhaitable dans l'expérience humaine, même pas entre parents-enfants. Ok, waouh. Ah, c'est marrant que tu dis ça. Alors, très intéressant, parce que moi, j'ai toujours été convaincu que on n'est pas obligé d'aimer ses parents, mais que par contre, alors je sais pas si on doit, mais ça a ressenti en tout cas qu'il y a une forme d'amour inconditionnel pour ses enfants. J'ai pas vécu un enfant qui est devenu un terroriste ou un meurtrier, tu vois, donc je sais pas ce qui se passe dans ces cas-là, mais tu vois ce que je veux Mais dire? même Il y a au-delà ce de ça, côté. moi, je pense qu'on se prend pour Dieu. Je pense que l'amour inconditionnel, c'est une expérience spirituelle, c'est une expérience divine qu'on veut ramener à l'expérience humaine. Tu as des enfants. Aimer, c'est poser des limites. Poser des limites, c'est pas être inconditionnel, c'est être conditionnel. Tu Ok. vois? Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas énormément d'amour. Et on peut quitter quelqu'un en continuant à l'aimer. Tu vois, en fait, il faudrait plusieurs verbes pour le verbe aimer. Moi, il y a des gens avec qui j'ai coupé la relation que je porte dans mon cœur vraiment profondément. Mais c'est juste ce que tu me donnes à vivre. Je veux pas, je peux pas. Ça me coûte trop d'énergie, quoi. Ça me coûte trop. Ouais, au-delà de l'énergie, ouais, psychologiquement. Et donc, je choisis de te mettre à distance et je sais qui tu es au fond et je te porte dans mon cœur. Mais mettre une limite, et mettre une limite, du coup, c'est pas inconditionnel. Tu vois?
Je vois ce que tu veux Et dire. je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un enfant meurtrier ou violeur pour cesser de l'aimer inconditionnellement. Euh, Dans inconditionnellement, en fait, mettre des limites, c'est aimer. Et ça, on ne le sait pas assez dans la relation. Mettre des limites dans la relation, c'est dire à l'autre, je vais te donner la notice. Parce que par amour, je voudrais relationner longtemps avec toi. Et pour relationner longtemps avec toi, je vais te donner la carte pour que ça se passe le mieux. Et puis donne-moi la tienne. Et puis les endroits où ça frotte, on va regarder. Mais poser des limites, c'est salutaire dans l'expérience humaine. Je te rejoins complètement. Alors justement, sur cette question de limite, tu vois, si quelqu'un nous écoute et qu'il est en grande détresse, c'est marrant, tu sais, la synchronicité des choses. Ce matin, j'ai une de mes amies qui m'a appelé spontanément parce que elle était en train de se séparer de son conjoint, tu vois. Et c'est drôle, hein, tu vois, parce que vraiment, elle m'appelle pour plein d'autres trucs, mais là, c'était ça, tu vois, ce matin. Et donc, on en a beaucoup parlé, etc. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi les... En fait, j'étais un peu démuni sur c'est quoi les 3 questions que tu dois te poser quand tu te dis est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir, tu vois. Moi, je dirais un sas de discernement accompagné. Parce que quand on est dans le jus, quand on sait, tu vois, quand on a mis pendant des années le doigt sur les boutons du congélateur de l'autre, que si en tant qu'enfant, j'ai choisi de congeler ces parties de moi, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai cru qu'on n'allait pas m'aimer si je restais comme ça. Et là, j'ai mon partenaire qui me dit décongèle ça. Et à l'intérieur de ma tête, ça fait comme ça. Ça fait. Moi, j'ai toujours cru que pour être aimé, il fallait, par exemple, pas trop dire, ou il fallait ceci, ou il fallait. Et là, j'ai un partenaire qui me dit l'inverse, mais au secours, n'importe quoi. Donc, je vais me défendre. Je vais me tromper d'ennemi. Hein. L'ennemi, c'est pas mon partenaire. L'ennemi, c'est ce que mon enfance a rétréci chez moi. C'est même pas mes parents. Hein. Mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. On passe des années, des mois, des années à se mettre dans l'inconfort émotionnel. Agiter l'un l'autre nos costumes de survie. Et donc, on n'est pas très relationnel. Parce qu'on boude, parce qu'on gueule, parce que ceci, parce que ceci. Et ça fait un espace du couple qui est habité de cauchemars. Pause. Donc, premier truc, pause. Pause. Parce que, à chaud, englué dans toutes ces émotions, mon cerveau, en plus, commence à penser que c'est toi mon ennemi. Et tout devient cauchemardesque. C'est-à-dire que la moindre discussion part en sucette et on désespère. Il y a le réservoir du ressentiment qui se met à ras-bord et on n'arrive plus à aborder aucun sujet. Parce que notre système nerveux, il est en PLS, il est en... et donc, 6 mois dans un accompagnement. On pose les choses, on prend du recul et on regarde ce qui se passe. Une retraite peut suffire. Retraite de couple. Une retraite de couple, oui. Ah, parce que... Une retraite de couple. Moi, je fais régulièrement des retraites de couple et je les vois arriver. Je voudrais faire des photos avant-après des visages. Et juste des corps l'un à côté de l'autre, ça raconte pas la même histoire. C'est un espace-temps avec une aide pour prendre du recul et... Faire baisser la pression. Ouais. Surtout quand il y a des enfants petits, surtout quand il y a des problèmes de boulot, surtout quand... Parce que tout ça nous impacte. Hein. Dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, qui est, je trouve, de plus en plus éprouvant, stressant, flippant, on sait, le premier fusible, ça va être le couple. Parce que ce stress, on le ramène à la maison. Et donc, si on n'a pas appris à co-réguler, si on n'a pas appris à faire de l'espace du couple cette ressource... Moi, quand je reviens à la maison, alors je travaille de la maison, mais j'ai l'impression que le couple, c'est mon chargeur de batterie. Que mon téléphone, il arrive complètement déchargé, que je le pose sur le socle, que je reprends des points, tu vois. Et
c'est pas l'autre, hein. C'est le couple. C'est pas que mon mari me porte, c'est que notre relation me porte. Ouais. Et que je porte notre relation. Tu vois, il y a ce tiers entre nous. On est 3 hein, dans le couple. On est 3 et ce tiers... Ce qu'on appelle l'espace entre dans Imago. C'est un concept un peu abstrait au début, mais tu comprends effectivement que c'est pas toi, c'est pas l'autre, c'est le c'est milieu. Martin Quoi. Buber hein, qui a théorisé ça. Il y a déjà une bonne paire d'années, mais cet espace du couple, plus je le nourris, plus il me nourrit. C'est vraiment tellement gagnant-gagnant. De toute façon, le couple, c'est gagnant-gagnant ou perdant-perdant. Hein. Il n'y a pas de sujet. Et plus on veut avoir des batteries pour l'extérieur, pour notre vie entrepreneuriale, pour notre vie, etc., familiale, etc., plus on doit prendre soin de notre chargeur. Je reviens à notre histoire de questions, parce que je comprends en filigrane dans ce que tu me dis, que donc, on pause, parce que dans ces périodes-là, il y a beaucoup d'émotions, et donc le réservoir, la pression monte, et donc on n'est plus capable de discerner. 2, tu as dit un petit peu, en fait, est-ce que je suis toujours moi-même ? C'est ça, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a des raisons parfois où on doit se séparer. Donc c'est se poser la question, est-ce que je suis encore entier dans la relation ? C'est quoi, tu vois, les deux questions Non, je ne clés ? le dirais pas comme ça. Et tu vois, je pense à une infirmière un jour qui était une fille vraiment solaire. Et elle me disait, Florentine, à l'hôpital, je suis un rayon de soleil. J'avais 0 peine à le croire. J'ambiance le service, j'adore les malades, etc. Quand je rentre chez moi le soir, pendant un quart d'heure, je respire dans la voiture avant de monter dans l'appartement parce que je sais que la femme qui va passer la porte, c'est une connasse. En parlant d'elle-même ? En parlant d'elle-même. On fait ça. Quand ça va pas, quand il y a de la friture sur la ligne, on ferme le robinet d'amour. Tout ce qui fait qu'on se sent léger, joyeux, vivant, amoureux, etc., c'est pas d'être aimé, c'est d'être en train d'aimer activement. Mais quand il y a de la friture sur la ligne, on se dit, puisque c'est comme ça, je ferme le robinet. Donc je vais pas te passer la main dans le dos, je vais pas aller, quand je rentre du boulot, te voir dans ton bureau ou là où tu es pour te faire un baiser, je vais pas nourrir, parce qu'attends, ça va quoi, c'est tendu quoi. Et non seulement, et là c'est la double peine, hein, parce que non seulement je me coupe de la beauté de ce que peut être la relation, et je me coupe de toi, mais je me coupe du plus beau de moi. Et je finis par ne plus m'aimer. Et cette fille, elle avait tellement bien résumé le truc en disant « Je passe de rayon de soleil à connasse ». Et c'est nous qui faisons ce choix. Hein. C'est nous qui décidons de faire cette bonne face de limace parce qu'on n'est pas content de ce qui se passe. On nous a appris à faire ça quand on était petits. Si j'avais fait une bêtise, les parents, la maîtresse, etc., faisaient les gros yeux. Ok, donc j'ai modélisé, hein, j'ai fait des photos et je me suis dit, ok, je fais pareil. Tu fais pas comme je voudrais que tu fasses ? On a besoin de grandir. Parlons un peu de... Après, de toute façon, on fera une deuxième partie sur comment se retrouver dans l'amour encore plus que ce que tu viens de nous donner déjà comme premiers éléments. Et puis, on fera l'analyse de la société actuelle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont envie d'avoir de repères, tu vois, dans ce qui se passe dans ce monde très, très changeant. Mais pour finir, ces questions, ces raisons de séparation chez les ambitieux, chez les gens qui ont une vie professionnelle intense, tu vois, parlons un peu d'argent. Il y a pas mal de couples quand même où il y a un décalage de revenus, par exemple. Est-ce que tu vois ça comme une raison ? Qu'est-ce qui pourrait rendre ça comme une raison de séparation potentielle ou en tout cas de toxicité, de difficulté relationnelle ? Le couple, il y a un côté all-in. C'est-à-dire, je me mouille. Je mouille ma chemise. Je mouille ma chemise émotionnellement. Je m'engage. Et il y a quelque chose... C'est pas la différence de revenus qui fait le problème. C'est le pouvoir que ça pourrait donner. Et donc, il y a vraiment à réfléchir et à questionner cette question de pouvoir. Comment on fait avec ce pouvoir de la différence de revenus ? Est-ce qu'on gomme ce pouvoir ou est-ce qu'au contraire, on s'y accroche et on fait sentir à l'autre qu'attends, il est là le sujet. C'est pas la différence de revenus qui plie le couple.
C'est ce qu'ils en font. C'est pas l'infidélité qui plie les couples, c'est ce qu'ils en font. C'est pas d'avoir 3 enfants qui plie les couples, c'est ce qu'ils en font. Comme tout, qu'est-ce qu'on en fait ensemble? Et c'est le attends, mon chéri ou ma chérie, tu bosses pas beaucoup, tu ramènes pas beaucoup d'argent, donc tu pourrais quand même au moins t'occuper des vacances et de la vaisselle, quoi. C'est exactement ça. Et puis ça va même au-delà de ça, hein. Ça va parce qu'il y a des couples dans lesquels ça a tellement été un impensé, cette question de l'argent. J'aime beaucoup d'ailleurs, hein, aujourd'hui, il y a des comptes qui regardent vraiment euh, et qui proposent. J'ai oublié son nom, peut-être qu'elle se reconnaîtrait, qu'elle se manifestera, qui propose une organisation avec un reste à kiffer équivalent. Ok. C'est-à-dire que au lieu d'arriver avec une quote-part, genre tu gagnes X, moi je gagne Y, et donc on va se faire un budget au prorata, etc. Elle dit, bah oui, mais celui qui a le plus petit revenu, une fois qu'il a proratisé, bah, son reste à kiffer, c'est la portion congrue. Donc, même règle de 3, mais pour que les deux aient le même reste à kiffer en fin de mois. Hmm. Tu vois? Ouais, c'est partir du positif plutôt que du... Oui, bien sûr. Parce que moi, j'aime beaucoup, hein, les réflexions qui sont très nouvelles sur l'argent dans le couple, parce qu'on arrive d'un modèle quand même dans lequel la femme ne pouvait pas partir, hein, très clairement. Et donc subissait un pacte de couple terrifiant. Encore aujourd'hui, je pense que les femmes, j'ai lu une statistique en préparant l'interview qui est que les femmes sortent beaucoup plus pauvres, en tout cas plus démunies financièrement que les Bien hommes sûr. par des séparations, hein. C'est encore aujourd'hui le cas. Bien sûr, bien sûr. Et donc parfois, elles ne se séparent pas et subissent au niveau du pacte, hein, au niveau du consentement, au niveau de... le couple, ça peut être l'horreur. Moi, je suis vraiment pas pour le couple, hein. Je suis pour le couple pour jouir, construire, guérir et grandir. J'adore, on va en parler encore plus juste après. Est-ce que ça existe... Enfin, tu vois, il y a un concept que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle l'infidélité financière. C'est l'idée de cacher à son partenaire des sujets d'argent. Tu vois, je pense, tu vois, ma conjointe, à son ex, il lui avait caché qu'il avait acheté un appartement, par exemple, tu vois. Et ça l'avait rendue, mais folle. Enfin, elle était devenue dingue. Et je crois que c'est un truc qui est assez fréquent. En fait, il y a pas mal de gens qui, parce qu'ils ont peur de sortir une incompréhension, à la jalousie, à des trucs, ne vont pas parler de ces sujets. Tu ne vas pas parler de combien ils gagnent, pas parler de combien ils ont de côté, de leur patrimoine, etc. Est-ce que c'est une erreur fondamentale ou est-ce qu'au contraire, on peut se dire, gardons un peu chacun notre précaré, et, tu vois, les vaches seront bien gardées? C'est pas une question de juger c'est une erreur ou c'est pas une erreur, mais c'est un couple qui se construit. Il y a un niveau d'intégrité, il y a un niveau d'intimité minimum pour que ce soit une base. Alors, il y a 1000 définitions du couple, hein, mais ceux qui vont avoir envie que ce soit un socle, quelque chose qui construise une relation profonde, soutenante, kiffante, au long cours, par amour, il va falloir se mouiller. Et tout ce qui est ce genre-là tu vois... Oui, par définition. Par définition. Par définition. Parlons-en, quoi. Et puis après, parfois, il faut juste être accompagné, quoi. Et puis accepter que ça va être douloureux à un moment donné parce que ça heurte les principes de chacun et que c'est un process, quoi. Et au-delà de douleur, je parlerais d'inconfort parce que les émotions qu'on va se faire vivre ou les émotions elles sont inconfortables à traverser, mais elles font pas mal. C'est de ne pas les traverser qui fait plus mal. En tout cas, sur le long terme, ça c'est sûr. Mm. Un cran plus loin, pour terminer sur ce thème, on va dire, de la séparation, parce qu'après on va parler de choses plus joyeuses, l'infidélité, tu vois. Comment on réagit si on est confronté à l'infidélité? Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis que le monde est monde, il y a de l'infidélité. Il y a énormément de couples qui sont concernés. Et en fait, ce que je vois, moi, c'est 3 issues. C'est la première,
c'est un motif de séparation direct. Il n'y a pas de possibilité. Parfois, c'est ceux qui se cherchaient d'ailleurs. Tu vois, il y a ceux qui vont survivre. Ils vont se remettre ensemble, ils vont se dire je pardonne, machin. Et en fait, ils vont avoir la surface de respiration comme ça. Tu vois, ils sont vraiment en survie. Il y a plein de choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas changé, qui n'ont pas... Et puis, il y a ceux qui vont se remettre en vie, qui vont profiter de cette crise pour remettre à plat en disant « Waouh, on s'est tellement perdu, qu'est-ce qui s'est passé ?» On regarde. Qu'est-ce qu'on a besoin de se dire? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Comment on répare? Comment on retravaille notre pacte? Qu'est-ce qu'on remet en route? Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Il y a des couples que j'accompagne. Je pense à une femme notamment là qui m'a dit à la fin de la dernière séance, elle m'a dit Florentine, pour rien au monde, je voudrais revivre ce qu'on a vécu. Parce que ça a fait putain de mal. Mais je préfère le couple qu'on est maintenant qu'avant tout ça. Et mon message, c'est faites le job sans traverser les phases de douleur. Si vous avez envie de relationner au long cours par amour, équipez-vous. Ça vous évitera tellement d'embûches et tellement de moments où on perd de l'énergie, où on se disperse, ça demande des compétences. Elles sont vraies, ces statistiques, tu sais, qu'on voit toujours sur Internet, un couple sur deux va se tromper dans sa vie amoureuse, dans sa vie relationnelle. On lit un peu tout et son contraire, tu vois. Est-ce qu'il y a des stats fiables sur cette question? Pas du tout. Il y a des stats, mais fiables. C'est selon ce que vont dire les gens, où est-ce que tu les étudies. Donc, il y a telle et telle étude dans telle et telle population, etc. Mais déjà, en plus, la société est sans arrêt en train d'avancer. Donc, oui, il y a des stats. De quoi elles parlent vraiment? Et puis des stats par rapport à notre expérience humaine de couple, qui est unique et spéciale, tu vois. En tout cas, c'est très, 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 très court. Ah oui? Oui. C'est-à-dire, c'est plus que 1 sur 2, tu dirais, dans la vie d'une relation? Moi, je suis biaisée. Moi, je vois les couples chez qui il y a de la crise. Donc forcément, il y a... D'ailleurs, j'aimerais tellement voir ceux qui veulent prévenir plutôt que guérir. Ça, c'est un autre message à faire passer. Écoute, nous, on en fait partie dans cette chance. C'est c'est parti. Pas attendre d'être en crise. C'est clair, c'est clair. Mais c'est 200%. 200%. Mais ouais, bien sûr. Mais c'est assez... parce que c'est quand même un thème fréquent dans les relations, quoi. Cette peur cette jalousie, la peur de la tromperie quand elle arrive, tu vois. Donc on a tous un peu un fantasme autour de ça. Et puis après tous les jeux qu'on faisait quand on était gosse, de est-ce que un bisou c'est trompé ou pas, enfin tu vois. D'ailleurs, c'est quoi une tromperie, tu vois? Est-ce que quand on écrit, moi je considère, pour mon point de vue, moi je considère que presque, je considérerais presque que c'est plus une tromperie que d'entretenir une relation épistolaire avec quelqu'un où tu sais qu'il y a une tension avec je sais pas, une collègue de bureau ou quoi, où il y a des messages que quelqu'un complètement bourré en boîte qui un soir pour je ne sais quelle raison va embrasser le soir même. Je ne t'invite pas à faire ça, ma chérie, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une vision assez radicale de ça, et sans jugement sur la tromperie en soi, mais je pense que tout ce que tu vas dire ou faire avec quelqu'un que tu ne dirais pas ou que tu ne ferais pas si ton partenaire était là à côté, ça commence. C'est dans le pacte ou c'est pas dans le pacte? C'est OK ou c'est pas OK? Tu vois? Et donc, chacun va avoir son pacte. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, le couple libre peut fonctionner, on en parlera peut-être un peu après, mais il peut fonctionner si tant est que ce soit dans le pacte, si tant est que ce soit écrit, que ce soit communiqué, accepté, etc. En gros. C'est important l'intégrité, c'est important de se mettre dans un pacte et de le respecter. C'est important.
Passons à cette deuxième partie justement sur l'amour et comment on se retrouve et comment, comment on peut se retrouver même quand ça va bien, hein, tu vois, comment on fait tout ça. Tu as une phrase que je trouve assez forte qui est l'amour, enfin, la communication dans le couple, c'est du bullshit. Tu vois, en tout cas, le ciment du couple, ce n'est pas la communication. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ça? Alors, ce que je dis, c'est que tous ceux qui vous disent le pilier du couple, c'est... En fait, il y a deux piliers du couple qui, pour moi, n'en sont pas. C'est la sexualité et la communication. Quand on dit le secret du couple, c'est la communication, non. Bullshit. Il y a des couples qui communiquent pendant des heures et qui vont hyper mal. C'est pas le secret. Le secret, c'est la connexion. Et on communique pas toujours pour connecter. Parce qu'on peut communiquer pour avoir raison, on peut communiquer pour... Bref, il y en a des psychodrames sur l'oreiller jusqu'à 3 heures du mat où on a communiqué. Il y en a qui arrivent chez moi et qui me disent « Mais on communique, on fait que ça. » Il y a des couples, parfois, je leur dis « Stop, arrêtez de communiquer, arrêtez de parler de votre couple. Allez à la pêche, partez en week-end, allez à la piscine, faites l'amour, faites ce que vous voulez. Arrêtez de parler de votre relation. C'est la connexion, le point. C'est pas la communication. Et c'est pour ça qu'on envoie des tas de couples en errance qui veulent communiquer. Ça peut fatiguer de communiquer. On peut ne pas du tout se trouver en communiquant. Donc, qu'on arrête avec la communication. La communication, ça use, en fait. Oui, c'est relation, c'est pas communication. C'est connexion. C'est connexion. On peut communiquer des heures. Il n'y a pas eu d'étincelle. Hein. Il n'y a pas eu de... Ah non, mais je vois très bien, surtout, tu vois, ma cible, c'est beaucoup des dirigeants, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. C'est des gens qui sont très philo-cognitifs, comme on dit, tu vois, c'est des intellectuels. Ils vont avoir une capacité, une envie, un besoin de raisonner qui est très fort. Ils sont très dans l'intellect et pas tellement dans leur ressenti. Et donc, surtout chez les mecs, évidemment. Et du coup, il y a ce côté où, effectivement, ils sont très, très bons pour analyser, pour construire des systèmes, pour parler, etc. Mais quand il s'agit ne serait-ce parfois que de ressentir. C'est-à-dire, moi, quand je fais de l'accompagnement de dirigeants, des fois, je leur dis, mais juste pour qu'ils prennent conscience, je leur dis, mais qu'est-ce que tu ressens? Et c'est la question qu'ils ont le plus de mal à répondre. Je sais pas. Frustration. Alors, j'espère que ceux-là, ils ont recruté un ou une partenaire qui va leur demander de ressentir. Ça, c'est vraiment le grand cadeau de la relation. Hein. C'est qu'on va aller recruter quelqu'un qui va nous demander de devenir compétent dans les terrains où on a déserté, ce que j'appelle les congélateurs. Tu vois. Et souvent, d'ailleurs, dans ces couples-là, les enjeux, c'est parle-moi d'amour, parle-moi de tes émotions, parle-moi... quelqu'un qui va être complètement dans les bureaux, son ou sa partenaire va essayer de la ramener à la réception, là, tu vois. Et c'est un cadeau. Message, si tu es dans ce cas, ne deviens pas défensif en disant ça va pas ça. Oui, elle est trop sensible ou machin. Ouais. T'es hypersensible, etc. Au secours, non. Ah, waouh, tu me parles de terra incognita, là. Peut-être qu'il y a des cadeaux pour moi. Les demandes de notre partenaire sont souvent notre plan de croissance. Ouais, c'est cette phrase que tu as dit que j'ai trouvé assez jolie qui est on ne rencontre pas quelqu'un par hasard. Est-ce que tu peux expliquer ça? Alors, on se rencontre par hasard, mais on ne se recrute pas par hasard. Moi, je pense que le couple, c'est un recrutement, tu vois, non conscient d'une merveille, dont on a vu la merveille, dont on n'a pas compris les congélateurs, et qui aura cette particularité d'être resté très, très vivant dans les endroits où nous, on a dû beaucoup congeler enfant. Je raconte, moi, dans le TEDx que j'ai fait il y a quelques années, la rencontre avec mon mari, où le coup d'amour pour lui, quand je rentre dans son appart et que je vois que tout est organisé, rangé, structuré, il est en train de faire un gratin dauphinois. Et ce que je vois en ouvrant la porte de chez lui, c'est une balance de cuisine avec des pommes de terre déjà épluchées dans la balance. Tu vois, moi qui suis complètement last minute, moi quand je fais une recette, j'y vais au pifomètre. Enfin, tu vois. Et je vois cette structure chez ce garçon et je me dis, oh la vache, waouh. Je le connaissais parce qu'on bossait ensemble, mais... Et la première fois qu'on a eu des engueulades ou des trucs, je lui disais, mais t'es complètement psychorigide, quoi.
c'était un aspect qui était complètement congelé chez moi. Et tu vois, ça fait presque 30 ans qu'on est ensemble. Le chemin que j'ai fait, j'aurais jamais pu structurer tout ce que je structure si j'avais pas mélangé ma vie avec quelqu'un comme ça. Pourtant, c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse et c'est ce qui m'a fait le détester le plus. Encore aujourd'hui, mais c'est trop drôle. Est-ce qu'il y a des trucs même toi ou qui t'irritent encore, tu vois? Mais bien sûr, Ouais, mais c'est ça. tellement. Mais Je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui bossent, qui aussi, parce que paradoxalement, il y a aussi il y a quand même une mouvance du développement personnel qui est maintenant énorme, tu vois. C'est pour ça que pas pour rien que Pierre Ninet en a fait un film, Coach Matt, etc. Tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent sur eux et qui pourtant ont des difficultés relationnelles, alors qu'ils ont fait parfois des années de thérapie ou de ça, coaching c'est ou de trucs ou de machin, tu vois. Le développement personnel, la thérapie individuelle et le développement relationnel, la thérapie du lien, c'est deux mondes différents. Et tu vois, dans l'école de thérapeute que j'ai montée, on passe un temps infini là-dessus. Le paradigme relationnel. Et tu sais, moi, j'avais fait des études de psycho, j'avais fait toutes mes études de gestalt thérapeute, etc. Quand j'étais jeune. Et pourtant, j'étais dans le mur avec Édouard. Je ne savais pas relationner. Le développement personnel, il nous fait comprendre mes besoins, mes limites, mes machins, comme si après ça m'était dû, mais je vais presque devenir de moins en moins compétent à me frotter à l'autre. Ça fait comme presque un petit cahier des charges, donc j'ai compris, moi mes limites c'est ça, 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 mes besoins c'est ça, ça, ça. Tu provides ? Oui, super, non, bye. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et je pense qu'il y a une détresse relationnelle et de couple aujourd'hui. Tu vas prendre du recul, mais je vois tellement de... Ma femme, elle est un peu plus... tu vois, elle a 38 aujourd'hui. Elle a quand même pas mal d'amis qui sont encore célibataires à cet âge-là et qui n'arrivent pas, je pense, à trouver parce qu'elles ont cette espèce de checklist du mec parfait, de besoins. Elles se sont beaucoup écoutées, elles ont beaucoup mis de limites. Et normal aussi, hein, parce qu'on sortait de dizaines d'années où les femmes ne s'écoutaient pas, n'avaient pas de place, n'avaient pas le droit de vote, n'avaient pas le droit d'acheter, n'avaient pas le droit d'exister, de travailler, etc. Donc je comprends la mouvance, mais du coup, l'effet inverse, c'est qu'effectivement, il y a une telle exigence sur la relation que du coup, il y a de la solitude et après, il y a de la panique, quoi. Extrême. Développement personnel, thérapie individuelle. Ça dit tout, hein. Ouais, exactement, individuel. Il est grand temps de basculer dans un paradigme relationnel, mais même en tant que société. Ouais. Même en tant que société. Tu parles d'une formule que j'aime bien qui dit il y a un 6e langage de l'amour. Tu vois, le langage de l'amour, c'est pour ceux qui connaissent pas, donc c'est évidemment comment on aime recevoir l'amour, comment on aime le donner. Donc il y a le toucher, il y a les paroles valorisantes, il y a les cadeaux, il y a les services rendus. J'en oublie un peut-être toucher, cadeaux, paroles valorisantes, services rendus et les moments de qualité. Les temps de qualité. Voilà, on a réussi. Et donc il y en a un 6e. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est comment je vais me bouger au service du nous. Comment est-ce que parfois ramener des fleurs, ça va pas suffire, quoi. On peut paroles valorisantes, actes de service, etc. Super. Mais à un moment, il va falloir devenir un grand garçon ou une grande fille émotionnellement. Il va falloir se bouger pour offrir une surface de relation avec et par laquelle il est possible de guérir et grandir et de jouir et de construire. Les 5 premiers, génial, bravo, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut aussi se mettre en route à l'intérieur pour devenir relationnel, pour se... ouais. Ouais, et puis en fait, moi, je crois que d'ailleurs tu l'avais appelé un peu comme ça, mais pour moi, c'est la question du soutien. Tu vois, parce qu'un couple, c'est parfait. J'aime bien David Laroche, que je sais pas, tu vas peut-être voir qui c'est, Oui, je vois qui c'est, qui a été dans mon club d'entrepreneurs pendant 2 ans, donc je le connais bien. Et David dit toujours un truc que j'aime bien. Il dit en fait, le but du couple, c'est pas de s'aimer, c'est le truc que tout le monde pense. D'ailleurs, toi, tu le critiques assez souvent, mais c'est de grandir ensemble, tu vois. C'est de s'élever. C'est ça. C'est de s'élever, c'est de se porter, c'est de se... Et donc, comment je vais me mettre au service qu'on s'élève ? Que le couple s'élève, que tu t'élèves, que je m'élève. Et ça va demander parfois des
des choses qui relèvent de l'acte de service, de comment est-ce que je vais prendre en charge toute la maison et les enfants quand tu vas à tes cours du soir pour changer de boulot. Comment est-ce que, tu vois, des choses, comment je suis là dans l'équipe pour... mais aussi, comment je vais réorganiser ce monde en moi parce que je pète un plomb dès qu'il s'agit de ceci ou de cela et que je vois bien que c'est pas relationnel. Comment est-ce que je vais regarder ce matériel que j'amène dans la relation? Comment est-ce que juste déjà j'ouvre la porte et je dis oui à être changé pour et par notre relation? Ça pour moi, c'est l'ultime langage de l'amour. Et tu vois, il est bien au-dessus des autres. Moi, je suis d'accord, c'est l'intention même du truc. Mm. On a dit tout à l'heure, donc le couple, tu m'as dit, c'est pas la communication, c'est pas la sexualité non plus. Néanmoins, tu vois, sur cette question de la sexualité, qui est un truc dont tu parles assez souvent, un sujet dont tu parles assez souvent, j'imagine que tu dois le voir quand même chez les couples d'ambitieux, des gens qui travaillent beaucoup, etc. C'est que j'ai le sentiment, hein, c'est un truc dont personne ne parle, parce que c'est un des tabous évidemment de notre société actuelle, qu'il y a une forme de déshérence, tu vois, voire une inexistence à certains moments de sexualité dans le couple. Comment l'analyser ce truc-là? Est-ce qu'il faut de la sexualité? Comment on remet de la sexualité quand on n'en a plus? Tu vois. Alors, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Alors déjà, il y en a qui sont hyper sexualisés aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une énorme énergie de vie, énorme libido, vie professionnelle et vie sexuelle. Donc c'est pas toujours, il n'y a plus rien pour la maison. Mais Oui, il y a trop. oui. Ceci dit, alors oui, je voudrais qu'on différencie. On dit beaucoup qu'un couple sans sexualité, c'est plus un couple. Tu sais, on dit on est devenu des colocs, comme si couple moins sexualité égale colocation, comme s'il n'y avait pas d'autre chose que de cohabiter. Enfin, ça me paraît complètement fou. Mais je pense qu'un couple peut se passer de... Il y a de très beaux couples qui n'ont pas ou peu de sexualité. Il y a des phases dans le couple où il n'y aura pas ou peu de sexualité. C'est pas grave, c'est pas alertant. Parfois, ça fait de la souffrance chez l'un ou chez l'autre. Et donc, il faut en parler, il faut avancer par rapport à ça, il faut l'écouter, il faut se mettre en chemin. Mais il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Et je connais des couples magiques, magnifiques, qui font pas ou peu l'amour. C'est pas le critère. Le critère, c'est comment je te montre mon amour avec mon corps. Est-ce qu'il y a de la corporalité? Est-ce qu'il y a de la tendresse? Est-ce qu'il y a est-ce que les corps vivent encore des choses ensemble? Puis après, dans sexualité, il y a qu'est-ce que faire l'amour? C'est quoi la définition? Parce qu'il y a 1000 façons de faire l'amour. Et puis, à cette notion de sexualité, je préfère la notion d'intimité. On peut être hyper intime, hyper raccordé, hyper relié, sans être en sexualité. On peut être en sexualité sans aucune intimité. On peut avoir de la sexualité avec plein de gens sans avoir d'intimité. C'est pas le critère. Et je trouve que notre société, elle ramène énormément. Alors, c'est super, c'est génial qu'il y ait tous ces sexologues qui s'expriment et tout, qui disent que c'est important, que c'est vivant, que c'est... Et la sexualité, c'est un espace de délice. Quand on a appris la sexualité l'un de l'autre, quand on s'est mis aussi au service d'élever ensemble. Parce que la sexualité dans un couple, ça peut être aussi terrifiant. Ça peut être un dû, ça peut être un pensum, ça peut être une douleur, ça peut être... C'est des territoires de lutte aussi. C'est pour ça que je fais vachement attention à tous ces discours qui disent un bon couple, c'est un couple qui fait l'amour. Non. J'ai pas envie de dire ça. D'abord parce que c'est pas ce que je constate, et ensuite parce que ça amène à de la douleur. Donc, si vous avez envie et besoin qu'il y ait de la sexualité régulière, nourrie, débrouillez-vous pour que ce soit la fête. Parce que quand c'est la fête, on a envie d'y revenir. Et quand il commence à y avoir des troubles du désir, eh ben, il y a des questions à se poser. Il y a des questions médicales, évidemment, mais il y a aussi les questions de est-ce que c'est la fête?
Est-ce qu'on est connecté et est-ce qu'on est compétent dans cette corporalité sexuelle? Mais tu dis aussi que justement, parfois il y a des phases, quoi. Il y a des phases où ça peut revenir. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, on se le dit tous en fait par moment, tu vois, quand tu as des enfants de petits, par exemple, bah, tu vas forcément faire moins l'amour. C'est obligé, tu vois. Quand on est en deuil, on a... En fait, on n'est pas au taquet, quoi. On n'est pas au taquet. Il y a plein de phases de vie et c'est OK. Il faut se détendre le slip au sens propre. Il faut se détendre. Il faut se détendre. Et c'est pas un critère de désamour et c'est pas un critère de... Enfin, en fait, c'est multifactoriel. Il y a plein de questions à poser, il y a plein de choses à sonder. Il n'y a pas de conclusion à tirer et il n'y a pas de pression à se mettre, ni à mettre à son partenaire. Bon, c'est un bon message. Passons sur la dernière partie qui est un peu ton analyse de la société actuelle. On va me traiter de réac si je dis ça, mais tu vois, moi j'ai un regard quand même un peu... je sais pas, un peu désabusé sur ces émissions. Des fois, je regarde ça avec, tu vois, avec ma conjointe le soir quand t'as rien à faire, type Marié au premier regard ou L'île de la tentation, ce genre de truc, tu vois. En fait, la dernière fois, je me suis dit, mais quand même, ce truc, en ce qui concerne Marié au premier regard, donc il y a en fait globalement une succession d'échecs, parce que quand tu regardes les émissions un peu sur le long terme, il y a peut-être 10% des couples qui restent ensemble. Donc c'est un peu quand même la glorification de le mariage, un papier, boum, on le fait, on le détruit, c'est pas grave, tu vois, etc. Et L'île de la tentation, bon ça je regarde très très peu, mais je crois que c'est quand même un peu le truc de du coup plein de célibataires, ils couchent les uns avec les autres, quand ça marche pas, ils se disent c'est parce qu'on n'était pas compatibles, c'était une super expérience. Ils ont rien poussé sur le plan relationnel, tu vois. Qu'est-ce que ça dit de notre société, ces émissions, selon toi? Ça dit de notre société que on marche sur la tête. Ça dit de notre société qu'on est paumé, qu'on est dans un monde, on est en transition entre le vieux couple du patriarcat qui, heureusement, cette histoire-là s'arrête. Tu vois, cette déconstruction, on est des pionniers, on est entre deux mondes, on sait pas ce qu'on va inventer, et ça dit que y a de la fascination pour ces plastiques, il y a de la fascination. Alors, j'ai pas la télé, moi, donc je regarde pas beaucoup ces trucs-là. Évidemment, sur Insta ou quoi, des fois, je vois des vignettes et je les regarde. Et quand j'ai appris quel était le principe de l'émission Mariée au premier regard, au début, je croyais que c'était une blague. Et puis, ça montre bien que les psychologues, ils ont beau faire des cases et des lignes et des matchs, la nature fait probablement mieux que nous. Hein. Et L'île de la tentation, je ne sais pas quel est le pitch. C'est des célibataires qui sont sur une île, en gros, et qui couchent les uns avec les autres, quoi, concrètement. Et qui, de temps en temps, il y a des drames, parce qu'il y a de la jalousie, il y a parfois, voilà, ils sont ensemble, ils n'arrêtent pas de se tromper, et donc ils se rendent compte qu'en fait, finalement, ça veut dire qu'ils ne sont pas compatibles. Enfin, ils font plein de conclusions hâtives, surtout. C'est quand même vachement une image de la relation est une consommation, tu vois. Et moi, je pense que dans ce monde où, justement, comme tu disais, il y a beaucoup d'individualisme, tellement d'individualisme, et du coup, on a associé ça à une forme de liberté, mais on n'a plus du tout la responsabilité, quand on n'a plus le sens de je vais m'engager, je vais tenter quelque chose, je vais essayer de réfléchir sur de quoi a besoin l'autre, etc. Tu vois. Tu vois, ce que je me dis quand j'entends ça, c'est aussi comment on nous matrixe avec l'idée de la sexualité. On est dans une société qui est en train de nous dire que c'est le fondamental, être désirable, être désiré, et que la société marchande nous attend au tournant, parce qu'on va s'agiter dans tous les sens, on va consommer, on va dépenser pour être et rester désirable. Et pendant ce temps-là, on n'est pas occupé à développer autre chose. Ok. À l'inverse, tu vois, on parlait un peu du couple libre tout à l'heure. Toi, tu considères que c'est quelque chose qui peut fonctionner si c'est dans un contrat? C'est-à-dire qu'en gros, tous les modes relationnels sont possibles dans la mesure où c'est dans le contrat. Alors, plusieurs choses à dire à ce sujet. Les couples libres n'ont pas moins de problèmes de couple que les autres. Les couples polyamoureux, etc. Okay. C'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes douleurs. Donc,
il y a parfois une illusion que le couple libre est la solution à les émotions désagréables que je vis quand je suis en couple. Et en fait, pas. Euh, il y a les mêmes sujets, il y a les mêmes... ce que je remarque quand même dans certaines communautés, c'est qu'ils sont beaucoup plus conscients de leur pacte. Parce que je trouve que les couples ne discutent pas assez dans quel pacte ils ont envie d'inscrire leur relation. C'est tacite, c'est implicite, mais finalement, chacun a son monde et son idée et hallucine quand ah bon, pour toi, c'était pas dans le pain. Il y a pas assez d'élaboration, de construction, de conscience sur qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble. On se met ensemble, on s'aime, ok, et donc... Mais comment tu as envie de vivre? Comment tu as envie qu'on gère nos conflits? Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Qu'est-ce qu'on fait si on a un coup de cœur? Est-ce que c'est OK de coucher avec Quel est notre pacte? C'est un impensé. La plupart du temps, c'est tacite, implicite. Et c'est à la source de pas mal de douleurs. Et les gens qui sont en couple libre ou en couple poli, etc., sont des gens qui ont réfléchi et parlé. Donc il y a une plus grande conscience autour de ce pacte. Ce n'est vraiment pas pour tout le monde, parce que ça vient chercher dans le système d'attachement. Et si vous sentez que c'est pas votre came, c'est pas votre came, et ne devenez pas libre ou poli ou quoi que ce soit par peur de perdre l'autre ou par pression du partenaire. Il vaut mieux fermer une relation avec tout l'amour du monde, parce que la géométrie du pacte n'est pas pour nous, que de se stretcher pour aller dans un pacte qui nous arrache l'attachement, en fait. Parce que mon oncle m'a toujours dit là-dessus, en gros, que les couples libres qui fonctionnent, c'est ceux qui ont démarré au début, qui en ont parlé au début, qui ont mis ça en place dès le début. Et que le problème, souvent le problème des couples libres, comme tu viens de le dire, c'est... bon, alors déjà, il y a des couples libres où il y en a un qui est libre tout seul. Oui. Donc ça, c'est carrément... C'est pas... Ouais. Voilà. Et après, deuxièmement, il y a aussi le côté où, effectivement, c'est une fuite du couple. C'est, en fait, on n'a plus de sexualité, je me sens plus assez épanoui sur le plan sexuel, quand même, principalement. Et donc, je te demande de pouvoir avoir des expériences à droite à gauche pour pouvoir... Et en fait, ça marche pas, quoi. Oui, et puis parfois, c'est un « je veux tout ». Et puis parfois, c'est le pire étant le ou la partenaire qui impose à son ou sa partenaire d'ouvrir le couple, alors que c'est pas un désir profond. Et ça, c'est vraiment, vraiment douloureux. Est-ce que c'est vrai que cette statistique, on en entend partout, sur un couple sur deux se sépare dans sa vie? Non seulement c'est vrai, mais moi je pense que c'est même encore plus que ça. Ok. Parce que dans les trajectoires de vie, il y a plusieurs couples qui se sont séparés, tu vois. Enfin, il y a oui. Et c'est quoi? Parce que c'est vrai Parce qu'on a des stats sur le mariage, ouais. mais sur le couple. Ouais, bien sûr. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça qui est difficile en fait, ce qui est difficile avec ce genre de statistiques, c'est que, en effet, on parle de deux choses très différentes, quoi. Est-ce qu'on parle de mariage qui est censé durer toute la vie? Est-ce qu'on parle de gens qui, du coup, ne s'engagent pas sur la voie du mariage, par exemple, qui, du coup, ont des couples par définition qui peuvent plus bouger? Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Mais tu sais, c'est pas grave que les couples se séparent. Ce qui est grave, c'est qu'ils en fassent une bouillie. Et ce qui est tellement dommage, c'est que ceux qui ont vraiment l'intention de vivre cet amour au long cours n'y arrivent pas. Tu vois? Et c'est ce divorce intérieur entre je voulais ça pour moi, je voulais ça pour nous, et on n'y arrive pas. C'est là que moi je suis prête à remuer ciel et terre. Après, que des couples se séparent, pourquoi pas? Tu vois? C'est plutôt une amélioration par rapport à ce qui se passait, je sais pas, dans les années 50 où c'était... Ah, mais il vaut mieux se séparer que rester dans ces espèces de trucs pourris, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais encore aujourd'hui. Mais t'as pas l'impression que, tu vois, je fais un peu une caricature, mais qu'avant, se séparer, on se séparait pas, mais si on se séparait, c'était vraiment parce qu'on était malheureux. Et aujourd'hui, c'est un peu on se sépare parce que l'herbe est plus verte, tu vois.
Il y a beaucoup de choses, mais ce que je sais, c'est que euh, quelque chose que j'ai vu arriver c'est peut-être 10 dernières années, c'est que la nouvelle honte, c'est de rester, c'est de s'accrocher. Il y a beaucoup de couples, par exemple, suite à une infidélité ou une crise ou un truc ou un machin, leur environnement amical, familial va les challenger en disant mais pourquoi tu restes? C'est comme si c'était de la faiblesse, ou comme, tu vois, c'est comme si la honte s'était déplacée. Avant, c'était une honte sociale, c'était l'opprobre de divorcer. Aujourd'hui, de chercher à reconstruire, c'est mais tu serais pas dépendant affectif, ce serait pas où est ton autonomie, où est ta fierté. Ceux qui, après une épreuve, euh, cherchent, creusent, travaillent pour ressouder, parfois se heurtent à une incompréhension de l'entourage. C'est dingue ce que tu dis. Waouh. J'en ai, moi, en consultation après une infidélité ou quoi, qui disent ah ouais, mais là, moi, mes frères et sœurs comprennent pas, quoi. Ils veulent plus le voir, ou tu vois, comme Ouais, c'est ça, on met l'individu devant, quoi, encore une fois. il y a quelque En chose. fait, on met le ressenti. Tu vois, Edgar Rive, qui est Ouais, très drôle, humoriste, c'est comme ça. Il dit maintenant, notre ressenti fait preuve d'argument, enfin d'argument d'autorité. Tu vois, je ressens ça, donc c'est la vérité on générale. Tu vois. n'arrive plus à naviguer dans la complexité et on laisse nos émotions dicter, les émotions à chaud, tu vois, faire la loi. Mm, Mm. mm. Et tu vois, je reçois de temps en temps des hommes politiques pour parler, toujours en lien avec l'entrepreneuriat, pour comprendre comment est-ce que l'environnement politique en France encourage ou décourage les entrepreneurs à faire de leur métier, quoi. Tu vois, produire de la valeur, à progresser, etc. En l'occurrence, la réponse est beaucoup plus négative en ce moment que ça n'a jamais été, tu vois, dans la plupart des intervenants que je reçois en tout cas. Et je recevais donc Alain Madelin, qui était un grand ministre de l'économie, ministre du Travail, qui est un des premiers libéraux français, et qui m'a dit quelque chose, il a 80 ans, le monsieur, et il dit les 10 prochaines années seront fabuleuses. Qui est tu vois, un truc assez... Et il me dit, et pourtant, lui, il me dit, moi, c'est ma conviction, mais profonde. L'intelligence artificielle, ça va bouleverser des marchés, mais ça va évidemment nous donner 1000 autres possibilités sur le travail, sur la santé, sur la connaissance de soi. Ça va être incroyable. Euh, euh, voilà, en fait, en tout cas, les 10 prochaines années, ça va être dingue. Et il disait, pourtant, les jeunes n'y croient pas et on leur dit bah, ne faites plus d'enfants, soyez dans la décroissance, ne voyagez plus, ne bougez plus. Il y a cette espèce d'idéologie de la décroissance. Et moi, pourtant, moi, je suis, tu vois, je suis pour aussi, évidemment, l'écologie, en tout cas la préservation de la nature, carrément. Mais en même temps, il y a une telle injonction et puis une telle. Ça devient l'argument de mes potes, c'est ah ouais, non, non, mais t'as vu le monde dans lequel on va pas faire des gosses, tu vois. Je dis, mais pourquoi les gars, enfin, déjà, si les gens intelligents font pas d'enfants et les gens qui sont conscients des problèmes ne font pas d'enfants, tu vas les laisser à qui, du coup, tu vois. Donc, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pourquoi ils font plus d'enfants, les gens? J'en pense qu'aujourd'hui, on n'est plus. Je pense qu'on cherche beaucoup le confort, notamment le confort émotionnel. Et un couple au long cours, c'est traverser des zones d'inconfort émotionnel. Mettre des enfants au monde, c'est traverser des grandes zones d'inconfort émotionnel. Et, je le vois, je le constate, hein, mais moi, je peux juste donner envie d'y croire et puis des outils pour le faire fonctionner. Mais oui, il y a, il y a- il y a de la peur, il y a une incompétence à traverser l'inconfort. Il y a ce développement personnel, individuel, cette place au moi. Et on a juste oublié que je deviens de plus en plus moi en me confrontant au toi. Que ce soit toi, mon mari, ma femme, mon partenaire, ma partenaire, que ce soit toi, mon enfant, l'autre. Et aujourd'hui, on est dans une société d'évitement. Tu vois, il y a un livre qui est sorti, là, ce grand truc, là, Let Them Theory, c'est t'inconforte, let them. Let them go, quoi, c'est ça, ouais, c'est Let ça. them, let Ouais, ouais. them, let them. C'est-à-dire, il y a, on se détourne de ses parents, on se détourne de let them.
tape sur le système, let them. Va pas regarder qu'est-ce que ça vient dire de toi. Non, juste coupe. Ok. Je pense qu'on en reviendra. Je pense qu'on en reviendra. Et en tout cas, il y a plein de gens, il y a plein de méthodes, il y a plein d'espaces qui sont là pour continuer à oser la relation, à oser l'engagement, à oser l'intégrité, à oser l'intimité, à oser, tu vois. Ouais, moi, en tout cas, j'ai envie de dire aux gens, faites des gosses, quoi. C'est un truc merveilleux dans la vie, c'est hyper fatigant, c'est parfois hyper bouleversant, décontenançant, etc. Mais enfin, moi, pour le coup, c'est sûr que c'est phrase bateau, mais j'ai jamais autant grandi qu'avec des enfants, quoi. Jamais autant grandi, jamais autant ri, ça garde Ouais, jeune. Et moi, je peux te bien sûr. dire que si j'avais pas eu des enfants, mais je pense que je serais vraiment devenue une vieille conne. Il y a quelque chose où ça te garde souple sur les genoux, quoi. Il te confronte, il te challenge, c'est génial, c'est génialissime, j'adore. Moi, j'adore, j'ai adoré chaque phase. Et pourtant, quelle aventure, quelle expérience, quelle masse de soucis. Mais j'adore, vraiment. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui n'ont plus envie, tu vois, d'avoir des enfants, en tout cas, qui le veulent le plus tard possible. Tu vois, récemment, j'avais parlé avec quelqu'un qui est à New York, qui me disait, mais aujourd'hui, les grandes entreprises, elles subventionnent la congélation des ovocytes pour que les femmes puissent, sous couvert de, en fait, féminisme, on va vous permettre, on va vous offrir ça, etc. En fait, l'objectif, c'est qu'elles puissent travailler le plus tard possible et avoir les enfants le plus tard possible pour essayer d'être à fond dans leur carrière, tu vois. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose de dérangeant là-dedans, tu vois. Écoute, moi, je trouve que c'est une bonne chose que ça puisse se faire. Je savais pas que c'est les entreprises qui sponsorisaient ça, mais je sais qu'en France, les jeunes femmes, elles peuvent, quand elles atteignent, je sais pas quel âge exactement, Tu peux le faire, je crois, jusqu'à tes 33 ou 34, je crois. c'est plutôt super parce qu'on sait que la fertilité décroît et que se garder la possibilité. Moi, j'ai été maman jeune, mais euh, j'aime bien garder des possibles ouverts. Que ça ne devienne pas une injonction, tu vois. Moi, j'ai pas forcément une C'est l'intention injonction derrière, moi, que je trouve un peu biaisée, tu vois. Le Ouais, fait qu'elle puisse le faire plus tard, tant mieux, mais tu vois ce que je veux dire, ouais, l'intention, c'est toujours l'histoire qu'on se raconte, hein. Hmm. On ne sait pas quelle est l'intention derrière. Je sais pas. Bah, de la part de GAFAM, je pense que l'intention, elle est quand même plutôt de faire du fric, quoi. Ouais, moi, je suis peut-être parfois plus idéaliste que en tout cas, j'ai un super pouvoir qui est de pas toujours mettre l'intention du pire derrière. Grande recommandation pour les couples. Vérifiez toujours l'intention que vous mettez derrière ce qui se passe parce que nos émotions à l'occasion de l'autre, elles sont directement attachées à l'histoire qu'on se raconte. Et l'histoire qu'on se raconte, elle est colorée de notre monde intérieur. Il y a un des épisodes que tu as fait qui m'avait beaucoup touché, tu vois, qui s'appelle, pour continuer sur ce thème des enfants, qui s'appelle Vos enfants vous regardent. Mm. Et je l'avais écouté juste après une dispute, tu vois, je me souviens très bien. Et en fait, j'avais trouvé hyper émouvant parce que tu parlais de... Bah, en fait, simplement le fait que les enfants, ils ne font pas ce que tu leur dis de faire, ils font ce que tu fais. Ils imitent, ils reproduisent. Et on reproduit, on a beau faire des années de thérapie, on reproduit. Moi, des fois, je me dis, mais waouh, c'est dingue, j'ai tellement conscientisé de trucs. Et waouh, c'est dingue à quel point je fais quand même exactement comme faisait mon père ou fait ma mère, ou, tu vois. Et ouais, j'avais trouvé ça hyper touchant, touchant et en même temps responsabilisant, mais sans culpabilité, de se dire, bah ouais, nos enfants, ils nous regardent en fait. Et donc, si tu t'engueules devant eux, si quand tu as des accès de violence, de colère, bah, ils vont Oui. forcément Ils l'intégrer, voient, quoi. ils imbibent, ils imprègnent et ils se disent c'est comme ça qu'on aime, c'est comme ça qu'on fait quand on aime. Mm. Et cet épisode, en fait, je l'avais écrit parce que un couple était venu me voir et je m'étais dit c'est trop bien. Ils étaient dans cette vérité, dans cette authenticité de dire en fait,
parce qu'ils étaient vraiment dans une phase chargée. Ils se disaient, mais c'est même pas pour toi que je veux sauver notre couple, c'est même pas pour toi que je veux qu'on travaille à bien relationner, c'est pour nos enfants. Et que parfois, ça devient le dernier rempart, tu vois, qui fait ce sursaut de dire, attends, de voir dans le regard des enfants, attends, non, je peux pas te montrer ça. Et même si on se sépare, que ce soit pas moche comme ça. Que ce soit pas moche comme ça. Parce qu'on se sépare pas pour les enfants. Hein. J'ai pas compris. C'est une autre idée que j'essaye de combattre, de, tu sais, tous les gens qui se disent non, on se sépare pas pour les enfants. Ah, on reste ensemble pour les enfants, tu veux dire? Ouais, on reste ensemble pour les enfants. Faites pas ça. Battez-vous pour votre couple pour les enfants. Ou séparez-vous proprement pour les enfants. Mais restez pas dans cet entre-deux pourri de non, on reste ensemble pour les enfants, mais on vit un truc cauchemardesque. Cette phrase, on reste ensemble pour les enfants. Ah ouais, non, mais j'ai tellement d'exemples en tête de couples catastrophiques qui se disent ça exactement. Non, mais ils sont Mettez-vous en trop route petits. pour les enfants. Si Ils sont vous trop avez petits, cette là, ouais. conscience Oh là là. pour les enfants, faites autre chose que juste rester ensemble. Moi, quand ça allait pas dans le couple de mes parents, j'aurais rêvé vraiment qu'ils se séparent. Mm. C'était mon rêve. Hein. Ou qu'ils fassent quelque chose peut-être. Ouais, tu vois, aussi. oui, exactement. En tout cas, que ça change. Mais que ça change, que voilà. Mais oui, c'est pas un cadeau. Hein. On reste ensemble pour les enfants parce qu'on est en train de leur faire un grand cadeau. C'est clair. Non. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu aurais aimé aborder qu'on n'aurait pas abordé jusque-là? Écoute, il me semble qu'on a dit pas mal de choses. J'ai rien qui me vient là comme ça. Mais c'était très vivant, je te remercie. C'est fluide, c'est au fil de l'eau. Alors, on est passé d'un truc à un autre. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont se dire « Ah, j'aurais aimé que cette idée aille au bout. » Bah, je crois qu'on a fait quand même pas mal de choses. On a parlé des raisons des séparations dans les couples qui ont de l'ambition. On a parlé de comment on se retrouve dans l'amour, c'est quoi l'amour, etc. Et puis après, on a parlé un peu, on a fait une petite analyse. Donc, je pense qu'on a fait les thèmes. Je te pose peut-être 3 dernières questions que je pose à mes invités dans ce cas. Vas-y. La première, c'est quoi ton plus gros regret? Je pense que c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Ce développement relationnel, de ne pas avoir plus tôt cliqué sur l'intelligence amoureuse. Parce qu'on en perd des points de vie, on en perd des années de kiff, on engage des vacances, tu vois, à se prendre la tête. Alors que c'est comme si on passe de l'autre côté, il y a de telles évidences. Ouais. Et pourtant, j'étais psy, tu vois. Oui, comme tu dis, individuel versus Exactement. connexion, relation. J'avais pas cette notion, ouais. Pour qui tu éprouves le plus de gratitude, là maintenant, tout de suite? Alors évidemment, il y a Édouard. Parce qu'il a osé me donner la main et puis plonger sous la surface. Et puis il me soutient dans cette profession. Et puis juste, voilà quoi. Il est assez fantastique. Même s'il m'agace beaucoup. Parce que je veux jamais faire croire que c'est tout rose. Hein. Le couple, ça confronte, ça... Il n'y a personne qui est tout parfait. Et puis gratitude à moi aussi. Hein. D'avoir fait le job, d'avoir mis les mains dans le cambouis. J'ai une de mes anciennes salariées qui s'appelle Jeanne, qui veut devenir thérapeute de couple. Si elle nous écoute jusqu'à là, elle sera contente de la dédicace. Elle fait ça. Ouais. Je fais souvent ça, moi. Tu fais ça aussi? C'est des petits bisous sur la main, en s'auto. Oui. Voilà. Se faire ma psy appelle ça se faire un câlin, quoi. Se faire un auto-câlin. Ouais. Et une phrase pour terminer que tu aimerais que, je sais pas, tu vois, un dirigeant, un entrepreneur, quelqu'un qui a une vie professionnelle active, qui en ce moment peut-être se sent pas très bien dans ses relations, il y a un truc que tu aimerais qu'il retienne? Remets ta relation au centre, ça va devenir un chargeur de batterie incroyable. Au lieu de décharger. Parce que quand le couple va mal, ça fait mal d'être dans un couple qui va mal. Hein. Ça prend sacrément de l'énergie. On n'a pas envie de rentrer à la maison, on y pense dans la journée, ou alors on se met à fumer des clopes, ou tu vois, pour oublier, Donc, ouais.
Merci beaucoup, Florentine. Avec joie. Bonne continuation joie. dans ta journée. Je crois que tu vas faire un autre podcast même après. C'est ça? Donc, c'est une journée de podcast. Cours aujourd'hui, journée podcast. Ouais. Ok. Et après, tu rentreras chez toi. Tu bosses de chez toi d'habitude? Je bosse de la maison, ouais. Ouais, je bosse de la maison. Donc, on aurait pu parler aussi de la frontière vie pro, vie perso et de tout ce que ça engendre aussi. Mais parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette fusion des limites. C'est quoi le truc que tu as appris le plus là-dessus? Un tips qui peut paraître débile, mais qui change beaucoup de choses. Faites un canal WhatsApp ou whatever, love, avec votre partenaire. Tu veux dire, au lieu de la conversation classique, tu fais un autre canal? Oui. C'est ça? Ouais, surtout si vous bossez ensemble. Surtout si vous bossez de la maison. Un canal dans lequel vous parlez juste d'amour. Pour pas mélanger au fait t'as pensé à reprendre des couches avec j'ai encore ton odeur sur ma peau. Tu vois? Pour avoir vraiment le canal. Quand il y a de la friture sur la ligne, on y revient, on relie le fil de discussion, on se dit ah waouh, il y a tout ça quand même entre nous. Et on le nourrit. Tu vois? Séparé. Ça nourrit. Ça nourrit. Génial. Je vais mettre ça en place dès Allez. qu'on sort. Merci beaucoup, Florentine, pour Avec cet plaisir. échange. Hâte de le sortir. Et puis merci pour ce petit jeu de cartes qui s'appelle donc l'art de chérir, que je vous invite à acheter. On peut trouver sur ton site, c'est ça, hein? Alors moi, je suis l'espace du couple partout. D'accord. Instagram, YouTube, etc. Tout. Mon podcast s'appelle l'espace du couple. Mon site s'appelle l'espace du couple. C'est comme ça qu'on me trouve. Donc, Qu'on l'espace trouve du les couple. jeux, qu'on trouve les accompagnements, qu'on trouve tout. Bon, bah, rendez-vous sur l'espace du couple. Rendez-vous sur l'espace du couple. À bientôt. À bientôt.